Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie du Chevalier Errant. Enfin, la dernière, je sais pas si ça sera fusionné avec l'ancien épisode, avec le prochain. Bon, en tout cas, c'est l'épisode où on va quitter pour l'instant Dunk Eluf, notre Chevalier Errant des 7 couronnes. Donc si vous êtes là, on vous remercie d'avoir écouté tous nos épisodes, parce que on sait que voilà, c'est une grosse nouvelle, qu'il fallait faut se taper toutes nos heures d'enregistrement. Je pense que ça va être 4 heures au final, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on a pris plaisir à le faire. Enfin, plaisir, c'est un grand mot, mais... Donc je suis toujours avec Guillaume. Toujours là. Lui aussi, je pense que il est content de finir le Chevalier Errant. Oh, ça va, la lecture était assez légère. Après, c'est vrai que je trouve qu'on a beaucoup parlé pour un truc qui était pas non plus... qui méritait pas tant de discussion que ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a suranalysé peut-être un peu quelque chose comme ça. Après, peut-être pas, qui sait, peut-être que ça va nous servir pour la suite, mais en tout cas, bon, après on a créé ce podcast pour ça aussi, pour connaître à fond l'univers du Trône de Fer. Je pense que c'est à peu près ce qu'on est en train de faire. Et ce que vous êtes en train de faire en nous écoutant. Mais c'est vrai que bon, ça fait plaisir quand même de se dire qu'on va retourner sur la saga principale ensuite. Donc Guillaume, est-ce que tu peux faire un petit résumé à nos auditeurs pour l'épisode qui va suivre? Ouais, bien sûr. Donc on le rappelle, après s'être interposé contre Aeron Targaryen, Dunk est enfermé dans le château de Sandregué et il va être visité par Luff, ou plutôt Aegon, car il est convoqué dans les appartements du prince Baelor. Baelor avoue à Dunk que son comportement était louable et chevaleresque, mais qu'il n'en reste pas moins qu'il a blessé un membre de la famille royale. Et qu'il le veuille ou non, il va devoir répondre de son crime. Il risque de se faire couper une main et un pied, à moins qu'il trouve le moyen de réunir 6 chevaliers pour participer à un jugement des 7, qui est en gros un combat 7 versus 7, qui détermine en fonction de son issue si Dunk est coupable aux yeux des dieux ou non. Dunk réussira tant bien que mal à se faire accompagner de 6 chevaliers, dont l'illustre prince Baelor lui-même. Le combat tourne en la faveur de Dunk, mais plusieurs personnes y laisseront la vie, dont l'héritier du trône. Dunk est donc libre, et Maekar viendra lui rendre visite en lui annonçant que Aegon, dans ses caprices, n'acceptera de devenir l'écuyer que de Dunk. Mais Dunk, pour ça, impose qu'Aegon soit son écuyer non pas au château de l'Estival, mais sur les routes du royaume des 7 couronnes. Et Maekar finira vraisemblablement par céder, car le lendemain même, Aegon rejoindra Dunk et ils partiront prendre la route on ne sait où. Ah si, à Dorne. Merci Guillaume pour ce résumé. Et vrai bon résumé, parce que c'est compliqué de savoir résumer un passage. Mais là, je trouve que t'as tout bien dit. T'as exprimé tous les points qu'on allait aborder. Donc, génial. Donc commençons. Après avoir réprimandé l'œuf, où le prince Aegon, comme nous le connaissons en présent, et l'avoir congédié, le prince Baelor demande à Dunk s'il est doué les armes à la main. Il lui pose cette question, car le prince Maekar était revenu furieux. Il avait retrouvé son fils Daeron l'ivrogne, et celui-ci avait expliqué à son père qu'un chevalier errant s'était enfui avec le petit Aegon, ce qui désigne tout bonnement Dunk. De plus, il avait eu vent du conflit entre Dunk et son autre fils Aerion. Tout cela faisait donc que Dunk était devenu sa cible. C'est vrai que quand on y pense, du coup, c'est-à-dire que Dunk, en gros, il s'est pris à tous les fils de Maekar. Vraiment une apocalypse, ce type, pour Maekar. D'ailleurs, on comprend que l'homme ivre qu'avait croisé Dunk dans l'auberge au début de la nouvelle était le prince Daeron l'ivrogne. Celui-là même qui avait fait un rêve et avait ordonné à Dunk de ne pas l'approcher. Le prince Baelor prévient donc que même si son exécution n'était pas programmée, un jugement et une punition étaient nécessaires suite à son acte. Et, comme tout chevalier accusé d'un crime a le droit d'exiger le jugement des dieux, il fallait que Dunk soit doué avec les armes. Donc c'est vrai que pour l'instant on en a vu qu'un seul, un jugement divin dans la saga. Ouais. C'est le combat contre Bronn, et alors c'est un chevalier du Val, mais Vardis Egen. Oui, lors du procès de Tyrion. Mais un combat 7 versus 7... Alors ça c'est la première fois. On l'a pas vu, hein. C'est un vrai combat de Smash, ça. Rapidement, on comprend que ce qui a été décidé était en fait un jugement des 7,
C'était une autre forme de jugement des dieux, rarement invoquée, où 7 champions s'affrontent de chaque côté. Dunk en fut terrifié, car il ne connaissait pas 7 chevaliers qui voudraient se battre à ses côtés. Il n'en connaissait même pas un seul. C'est vrai que quand tu penses, c'est vraiment un jugement de riche un peu. Ouais, genre en mode c'est vraiment c'est vraiment le networking Voilà. Non mais c'est un truc de ouf, on te dit faut que tu connaisses 7 chevaliers, et si t'en connais pas tu meurs. Donc ouais. En même temps c'est le problème, c'est que Dunk qui vient de devenir chevalier, donc il est supposé avoir son petit réseau. Ouais, mais bon on sait très bien que c'est pas le cas. Ouais. Dunk rencontra en premier les Faux-Sauvois, et le membre de la branche principale, Sir Stephen, se joignait à Dunk en lui promettant de ramener 5 autres chevaliers dans leur camp. Entre-temps, le prince d'Eron vint voir Dunk pour s'excuser du mensonge raconté à son père, que c'était Dunk qui avait enlevé l'œuf. Il avertit Dunk qu'il ferait partie des 7 champions d'Erion, en compagnie de son père, le prince Mekar, et de 3 membres de la garde royale. Le dernier membre des 7 champions de Erion était encore inconnu. On apprend ensuite la raison de la haine du petit Aegon envers son grand frère Erion. Erion avait l'habitude, quand Aegon était petit, de venir dans sa chambre pour lui mettre un couteau entre les jambes, car soi-disant, il avait trop de frères et qu'il voulait en faire une sœur qu'il pourrait épouser. Ah ouais, c'est Bresson. Ah, c'est Bresson de ouf. Mais je crois que j'avais évoqué dans un épisode que justement j'avais dit qu'il y avait peut-être des sévices sexuels ou quelque chose comme ça. Ouais. Pour qu'il y ait une haine à ce point, tu vois. Ouais, mais là c'est Bresson de ouf, hein. Ça me rappelle un film de Almodovar, tu vois ou pas? La piel que habito. Non. Un truc où, en gros, je sais plus, il prend, c'est un chirurgien plastique, il capture, je sais plus, le violeur de sa fille ou le tueur de sa fille, et il le transforme en femme, et à la fin, il développe une relation amoureuse avec, c'est dégueulasse. Ouais, j'ai vu un film d'Almodovar, mais je sais plus comment il s'appelle, mais peut-être tu sais, c'est avec un infirmier qui s'appelle Benigno, et il viole c'est un infirmier, il s'occupe d'une patiente dans le coma, il la viole, elle tombe enceinte, et tu sais, en gros, parce que... Non, je l'ai pas vu celui-là, je pense pas. Que des histoires fucked up. Ouais. Il est vraiment... Bref. Donc on sent que Erion a été cruel avec l'œuf durant toute son enfance. Et d'ailleurs, Erion s'imagine même être un dragon qui a pris forme humaine, d'où proviendrait peut-être le surnom. En partant, Daeron révèle quel était son rêve à Dunk. Selon lui, ses rêves ne sont jamais comme ceux du commun, il révèle la vérité. Et dans ce rêve, il y avait un grand dragon, une bête gigantesque. Mais ce dragon tombait sur Dunk, et lui finissait vivant, tandis que la bête était morte. Franchement, je vois pas l'intérêt de faire un foreshadowing dans une nouvelle aussi courte. Après, tout dépend de l'importance de cette nouvelle, quoi. Ouais. C'est-à-dire que développe un peu ta pensée, du coup. Je sais pas, pour moi, le grand dragon, ça pourrait être Baelor, qui meurt et Dunk qui survit, mais pourquoi tu veux faire un foreshadowing d'un truc qui arrive dans 30 pages, quoi? Garde cette pensée pour la fin de l'épisode. Le matin du combat, Dunk fut agréablement surpris, parce qu'il avait trouvé plus de chevaliers pour combattre à ses côtés qu'il n'en espérait. 5 hommes étaient présents en plus de lui. Mais, au dernier moment, Sir Stephen trahit Dunk et joignit le camp d'Erion. Il lui fallait donc trouver 2 chevaliers de plus. Donc là, Sir Stephen, il a vraiment fait son bâtard. Stephen, comment il s'appelle encore? Faux-Sauvois? Ouais. Vraiment un enculé, ce type. Non, mais lui, quand il a dit je vais chercher 5 gars, t'inquiète même pas, j'étais là en mode, toi, t'es cramé, toi. C'était sûr. Raymond Faux-Sauvois se proposait en tant qu'homme supplémentaire, mais il fallait d'abord le faire chevalier. Dunk n'ayant pas le temps de le faire, et hésitant juste avant, c'est Lionel Baratheon qui se charge d'anoblir celui qui deviendra Sir Raymond Faux-Sauvois. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on apprend 4 noms des 7 dieux qui constituent la religion des 7. Je sais pas si t'as remarqué, au moment où Lionel Baratheon il l'a dit. Il dit le père t'ordonne de machin, la mère de protéger les femmes, la jouvencelle, je sais pas quoi, le guerrier. Voilà. Donc les 4 noms qu'on apprend, c'est le père, la mère, la jouvencelle et le guerrier.
C'est vrai que la première fois qu'on l'apprend, c'est même pas dans la saga principale, c'est dans une nouvelle. Mais bon, ça fait toujours plaisir de mettre un peu des noms sur les sets, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'on en parle, on l'a déjà dit, hein, mais on en parle des sets, mais on n'a jamais su pour l'instant leur nom. Ouais. Il manquait tout de même un homme à Dunk pour avoir 6 champions à ses côtés et participer au jugement des 7. Il pria les chevaliers de l'assemblée de bien vouloir s'allier à lui, mais n'essuya que des refus, jusqu'au moment où, par miracle, le prince Baylor Briselance se porta volontaire afin de rejoindre Dunk. Donc là, un bon Deus Ex Machina, toutes les familles. Bon Deus Ex, très shonen, hein. Ah, c'est très shonen. Moi, j'imagine vraiment une apparition divine, avec un halo de lumière qui arrive sur Baylor. C'est genre Gandalf le blanc qui arrive. Sir Raymond apparaît ensuite. Il portait un nouveau blason, autre que celui de son cousin. Il arborait une pomme verte, contrairement à la pomme rouge de la branche principale, et c'est ainsi qu'est née la maison Fosowa Pomme Verte. Ouais, là je me suis dit d'accord, j'ai compris parce que je l'avais cramé ça dans les appendices du 2e tome. Ouais. Pomme verte, pomme rouge. Ah oui, parce que pour expliquer au lecteur, en fait on a fait genre le prélude et peut-être 1 ou 2 chapitres. On a fait quelques chapitres du tome 2 et donc du coup j'ai regardé les appendices du tome 2 et j'avais vu Fosowa pomme rouge, pomme verte. Et on comprend là on comprend comment la famille Fosowa s'est divisée c'est de la maison Fosowa s'est divisée en 2. Mais on comprend toujours pas pourquoi les Bracken et les Nerbosque ils se tapent hein. Ça parle là mais c'est un truc de ouf. Mais non, c'est vrai que après je sais pas, c'était très utile, tu vois, de savoir l'histoire des Fosowa, mais c'est toujours marrant à savoir. Oui, c'est toujours marrant. Ça rend l'univers palpable, ça fait plaisir. Et bon, il faut dire que ça a survécu jusqu'à la saga principale, hein, donc pendant bien 150-200 ans. Ouais. Ensuite, le lecteur est spectateur de l'épreuve, à proprement parler, et c'est pareil à la partie précédente, pas énormément, pour ne pas dire rien, en extraire au niveau analytique, c'est surtout descriptive, mais si l'épreuve vous intéresse, allez la lire. Avec Guillaume, on va plutôt se concentrer sur les conséquences. Donc ça, c'est quelque chose dont on a parlé juste avant d'enregistrer l'épisode, en off, avec Guillaume, que bon, les scènes de bataille là, c'était pas très intéressant en fait. Ouais, en tout cas, c'est vraiment pas le truc que j'aime lire dans en tout cas en littérature. En manga, j'adore la baston, en film, j'adore la baston, en livre, ça me fait chier. Ouais. Mais j'adore le développement de personnages dans les livres, j'adore plonger dans la psyché des personnages dans les livres. Mais c'est très difficile hein. Mais de captiver le lecteur avec des mots. Sur une scène de bataille. Sur une scène de bataille surtout, ouais. Ouais. Et donc, du coup, le duel, enfin, il y a du coup, l'épreuve se sépare en plusieurs combats, quoi. Oui. En soi. Oui, non, en gros, c'est, bon, on l'a dit, hein, c'est un truc, tu l'as dit, Guillaume, hein, c'est en 7 versus 7. Ouais, mais sauf que, Baylor s'occupe des membres de la garde royale parce que ils ont pas le droit de le toucher. Ouais. Donc, il s'occupe d'eux. Dunk s'occupe de Arian. Le reste, ils font leur truc, hein. Ouais. Ils sont là, hein. Ça veut dire que le reste c'est Osef, mais c'est vraiment très Osef, quoi. Ouais. Mais grosso modo, c'est ça, hein. Surtout, le reste, on s'en fout. Donc, c'est quoi le bilan? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le jugement, un duel s'engage entre Dunk et Arian, donc ce que tu viens de dire, et cela se termine par la reddition du prince flamboyant. Et donc, Dunk finit innocenté. En revanche, les combats sont cruels, et le prince Baylor Targaryen, dit Briselance, fils né du roi d'Aeron II, prince de Père Dragon et main du roi, l'a appris à ses cruels dépens. C'est au château de Cendreguet que sa vie s'éteignit. J'étais assez fier de cet éloge funèbre. Quelques jours plus tard, le prince Méccar va rendre visite à Dunk. Il avait décidé d'envoyer son fils Aerion le flamboyant à Lys. Quelques années dans les cités libres ne lui feraient pas de mal. Enfin bon. Moi, je sais qu'à Lys, c'est là où on trouve certaines filles de beauté. Ouais. Je me dis qu'il va passer des vacances bien douces. Ah oui, il va se faire plaisir. Mais je sais pas si ça va le rendre plus sage, hein. Oui, aussi, dans les cités libres. Ouais, vu qu'il sera laissé lâche à lui-même. Moi, je l'aurais envoyé, je sais pas, les Immaculés. Ouais. Ah oui, en plus, on a déjà parlé des Immaculés dans le premier tome. Oui. C'est, tu te rappelles à quel moment?
C'était au mariage de Daenerys. Ouais, Genre, même un peu avant. quand ils arrivent, oui, mais Ouais. quand ils y vont. C'est à Pentos, en gros, dans le manoir d'Elerium Mopatis, il a des Immaculés. Ouais, C'est bizarre qu'on a entendu parler des Immaculés aussi tôt, genre. c'est un truc de ouf. Et bon, la référence à Lys, hein, c'est bien, donc comme tu peux rappeler. Je sais plus qui vient de Lys, mais C'est on dit que les Doréa. plus Doréa. Et après il y a les larmes de Lys, le poison aussi. Ouais. Mais ouais, donc ce que je voulais dire, c'était pas toi, à Doréa, celle qui est chargée d'apprendre les arcanes de l'amour à Ah, Daenerys. Ouais, le cul. Bon, j'ai pas dit de façon aussi, voilà, aussi directe, mais oui. Grosso modo, c'est ça. Hein. Le prince Mekar avoue ensuite à Dunk qu'il a porté le coup final, celui qui tua son frère, le prince Baelor. Mais pour Dunk, lui aussi a sa part de responsabilité. Lui aussi l'a tué. Et j'adore la réponse de Mekar, hein, qui lui dit, je cite, « C'est bien possible. Et quand les moissons seront gâchées, les idiots diront, avec Baelor, ça ne serait jamais arrivé, mais le chevalier héros l'a tué. » Et ça me fait grave rire la façon dont il l'a dit. C'est vraiment genre... Ouais, non, mon gars, maintenant, on va se souvenir de toi, genre, ah là là, ah, c'est vrai qu'il fait pas beau. Putain, avec Baelor. Oh là là. Mais le chevalier héros l'a tué. Ça fait un peu pendant les gilets jaunes, avec le général de Gaulle. Ça serait jamais arrivé. Mais le chevalier héros l'a tué. Je regarde ça comme un mème un peu, tu vois. Mais le chevalier héros l'a tué. Ça me fume. C'est aussi dans Skyrim, le fameux... J'aurais pu être un grand aventurier, mais je me suis pris une flèche dans le genou. Genre, les croiser un peu. Quoi? Les croisés. Ah oui, pareil, j'aurais pu... Moi, j'allais faire mieux qu'Mbappé, tu vois. Mais les croiser. Les croisés, tu connais. Et la réflexion que les deux ont ensuite est vachement touchante, je trouve. Mais je pense aussi que toi aussi, ça t'a fait un petit truc, Guillaume. Quand Dunk se demande comment un de ses pieds, qui aurait pu être tranché dans ce jugement, peut-il valoir la vie d'un prince? Que peut-être un jour, le royaume puisse avoir besoin de ce pied, que cette mort devait avoir un sens, ou que les dieux aient un goût malsain pour les plaisanteries cruelles, ou qu'il n'y avait tout simplement pas de dieu, et que tout ceci n'avait aucune signification. Je trouvais vachement, je sais pas apaisant, mais je trouve qu'il y avait quand même un moment de réunion, de connexion entre les deux, où les deux ils se disaient mais enfin, pourquoi c'est arrivé quoi? C'est quoi le... Ouais, ils cherchent le... Ils se disent que les choses quand même arrivent pour une raison, mais ils cherchent la raison quoi. Et c'est marrant parce que justement c'est les princes Mekar qui évoquent le fait que peut-être qu'il n'y ait pas de dieu. Tout ça a pas de sens. Tu vois, c'est quand un de tes proches vient de mourir ou quoi, et que tu commences à chercher une raison, une signification pour, je sais pas, pour faire ton deuil quoi. Et tu sens que les deux ils sont vachement, je sais pas, ça les a vachement pas rapprochés, je sais pas, ils sont pas proches, mais juste ce Il y a moment une connexion, ouais. il y a une connexion, ouais. Je trouve qu'il était vachement bien ce passage. Le prince Mekar explique ensuite à Dunk que le jeune prince Aegon s'est pris d'affection pour lui. Il souhaite toujours être son écuyer, alors le prince Mekar lui propose un poste au château de l'Estival. Dunk répondit positivement à cette demande, mais pas à l'Estival. Uniquement en tant qu'écuyer d'un chevalier errant, sur les routes. Pour couler le bec au prince Mekar, qui paraît ulcéré par cette proposition, j'adore la répartie de Dunk. Vous dites que les princes ne sont pas faits pour dormir dans les fossés et manger du bœuf salé. Mais je suis sûr que votre fils Daeron n'a jamais dormi dans un fossé, et que votre autre fils Aerion n'a jamais mangé que du bœuf épais, saignant et tendre. Le prince Mekar quitta la conversation sans le moindre mot, mais on devine avec un sourire sur les lèvres. Et pareil, j'ai kiffé ce passage. Il est juste génial, quoi. Vraiment, tu sens de l'opposition entre les deux et la façon dont, c'est ça, dont Dunk lui cloue le bec, quoi. C'est genre c'était vraiment juste beau, quoi. Je kiffe, par exemple, tu vois la BD de Dunk, que je t'ai montré juste avant, mais du coup, elle existe pour vous qui nous écoutez, les auditeurs. Où à cette phrase, tu vois Dunk qui lui dit cette phrase, et la case d'après, tu vois le prince Mekar qui se retourne sans dire un mot, et genre, c'est vraiment, tu vois pardon, le contraste entre ces deux moments. Et je sens que, bah, en fait, tu peux rien à rajouter sur ça. Ouais. Parce que tu dis vraiment que, je sais pas si le prince Mekar, il se doute que ses enfants et ses deux autres enfants, en tout cas, il a fait de la merde avec eux. Ou en tout cas, qu'ils ont été mal élevés et que ça sera jamais des bons chevaliers. Mais en tout cas, je pense que Dunk lui a confirmé, de but en blanc, et je suis pas sûr que quelqu'un lui ait déjà parlé comme ça à Mekar, quoi. Ouais.
Peut-être Baylor, hein, ça m'étonnerait pas qu'il lui parle comme ça. Mais c'est toujours bien les moments, tu sais, où t'as un mec du peuple, tu sais, t'as quelqu'un de la haute, quoi, à qui on n'a jamais parlé franchement. C'est parce que tout le monde se couche devant lui et qu'il y a un mec du peuple qui dit vachement en face de lui c'est quelle vérité, quoi. Mais oui, donc la fin de cette nouvelle, moi, je trouve que il y a quand même un creux. Je trouve qu'il y a quand même un creux avec ces deux batailles-là. Mais je trouve que la fin de la nouvelle est, enfin, et ouais, c'est ce que je te disais, Guillaume, c'est que je trouve qu'il y a une qualité qu'on peut pas enlever à Martin. Je trouve pas mal de défauts, mais je trouve qu'il sait toujours finir ses chapitres ou ses nouvelles. Mais s'il sait les finir, ça veut dire qu'il sait donner une morale à l'histoire ou donner un sens. Donner un sens à l'histoire. Et il sait que genre il écrit pas un truc pour juste écrire un truc, il raconte un truc. Ouais. Vraiment. Parce que franchement, j'ai beaucoup de trucs différents souvent. Et je me rends compte que c'est rare, je dis pas, mais je dis pas que tout sait finir mal, mais en tout cas, il y en a très peu qui les finissent vraiment bien, et à chaque fois, genre. Après, tu me diras, c'est aussi plus facile dans un système avec plusieurs POV. Parce qu'à chaque fois, tu peux conclure sur une sorte d'arc d'un personnage. Alors que quand tu suis le même personnage, tout au long de ton histoire, tu vas pas conclure un arc à chacun de ces chapitres, quoi. Bon, en tout cas, oui, dans mes notes, j'ai écrit que j'adorais cette conversation entre ces deux hommes, que c'était vraiment mon passage préféré de la nouvelle, et que si vous nous écoutez, que vous avez suivi l'histoire, et que vous en avez l'occasion, allez lire ou relire ce passage, parce que c'est vraiment très touchant. La nouvelle se termine sur Dunk et le prince Aegon, notre petit œuf, prévoyant un voyage pour Dorne. Car, on dit que les spectacles de marionnettes sont excellents là-bas. Il est temps d'aller connaître une femme, Dunk, hein. Il est temps. Oui, il va aller retrouver sa Dornienne. Car c'est quoi encore la phrase de Jonqui et Florian? Tous les hommes sont des fous et tous les hommes sont des braves quand il s'agit d'une femme ou quelque chose comme ça. Alors du coup, on va terminer pour cette nouvelle, enfin. Je nous applaudis, Guillaume. Terminer cette première nouvelle, donc le pont entre le premier et le deuxième tome. Mais alors du coup, Guillaume, voilà. En gros, il y a quelque chose qui est un peu enfoui. En fait, ce qui est enfoui sous cette nouvelle, pas tellement, mais en tout cas qu'on peut deviner, que moi j'avais pas deviné lors de ma première lecture. Et c'est en allant sur les forums et tout qu'on m'a fait remarquer que j'ai vu qu'en fait il y avait quelque chose qui était sous-jacent entre guillemets. Donc du coup, est-ce que toi t'as quelque chose que tu vois là ou quelque chose que tu vas deviner? Moi en tout cas je l'avais pas du tout vu. Là c'est vague, hein. Oui, c'est très vague. Je suis désolé, mais c'est bon. Du coup, on va en parler direct. Mais c'est par rapport à Dunk, qui il mentirait sur son identité. Genre il mentirait lui-même. Après, on a quand même pas mal été dans sa tête, qui mente sur son identité. Ouais. C'est ça aussi. Moi aussi, ça m'a marqué. Et en fait, je me suis dit que c'est logique quand tu sais sur quoi il ment. Et ensuite, quand tu relis les passages, tu te dis, mais oui, c'est logique. Ouais, j'ai pas vu, à ma première lecture, j'ai pas, Non, moi, j'avais pas du tout vu. Et donc, en fait, c'est que, en réalité, suspense, Dunk n'est pas un chevalier. Ah oui, ça. Ah ouais, genre en mode, il mytho depuis le début. Mytho depuis le début. Donc il ment, il se ment à lui-même et il ment au lecteur en fait depuis le début de la nouvelle. Et en fait il y a plusieurs indices. Donc premièrement, mais ça je t'en avais parlé, mais en fait c'était pour donner du fil. Après je suis pas allé plus loin parce que je me suis dit bon ça se trouve tu pourras voir de par toi-même, mais en tout cas pour te donner une indication. Tu sais je t'avais dit que c'était bizarre que Dunk qui se dise qu'il pourrait trouver un autre chevalier errant ayant besoin d'un écuyer. Un écuyer ayant besoin qu'on s'occupe de ses chevaux et de ses armes, alors que lui-même c'était un chevalier. Et tu m'as répondu peut-être que il va encore, même s'il est chevalier, il va encore se former ou quelque chose comme ça quoi. Mais c'est toujours bizarre, tu vois, la formulation de se dire peut-être qu'un autre chevalier a besoin d'un écuyer, alors que lui-même est chevalier. Premier indice. Deuxièmement, bon là c'est un petit truc, mais quand en fait Egg il rencontre Dunk, c'est à un moment il lui dit oui, je sais pas quoi, moi je connais machin les chevaliers, mais vous ressemblez pas tellement à un chevalier. Mais tu sais ça glisse comme ça, donc tu vois. Ouais, mais on se dit juste que c'est un gros schlag, tu vois. Ouais. Troisièmement, là c'est le plus gros, mais tu vois quand Dunk s'apprête à adouber Raymond Darry,
En fait, il faut relire le passage pour Ouais, comprendre. il sait pas. Ouais. Il connaît pas les... Ouais. On sent qu'il est pas du tout à l'aise, en fait. Il est pas à l'aise avec ça et que Ouais. Moi, en fait, ça m'a interpellé, mais je lui ai donné comme excuse il l'a entendu qu'une fois dans sa vie, en fait. Alors que ceux de la haute, ils ont dû assister, c'est comme les bar mitzvahs, tu vois. Ils ont dû assister à plein de cérémonies Ouais. d'adoubement. Donc et même on leur a préparé tu vois, on va te dire ça, machin et tout. Là dans ma tête, je me suis dit c'est Rarlan, vas-y, il l'a fait ça à l'arrache. Juste avant de mourir, quoi. Vas-y, allez hop, le père, la mère, le Saint-Esprit, tu vois. À l'arrache, putain, je me crève-c'est, genre. Ils sont drôles, tu sais, il vise même pas bien les épaules, tu sais. Genre, il est là, il bouge son épée. Je suis mort. Donc ouais, et genre à la fin du petit adoubement là, en fait il y a la petite phrase qui dit Dunk les quitte à là, avec un mélange de soulagement et de culpabilité. Bon, ça peut se comprendre. Aussi justement le moment où il raconte que le moment où Sir Rarlan l'a adoubé, quand il dit oui, il y avait aucun témoin à part un rossignol qui passait par la bouche-gorge, un truc comme ça, ouais. Donc il y a tout ça, et puis à un moment quand il raconte, je sais plus comment, quel est son poste, mais bon, le mec qui doit l'inscrire au tournoi de Sandreguet là. Ouais. En fait, il y a un moment où Dunk, quand il raconte son histoire, il rougit. Et on sent qu'il rougit parce que à cause de son mensonge, ouais. Ouais. Mais en fait, c'est tous ces petits trucs, quand je suis pas là, qui font dire, après, c'est pas confirmé textuellement. C'est pas confirmé. Mais on peut comprendre qu'en fait, il est pas chevalier. Ouais, ce serait une bonne piste, c'est une bonne théorie qui peut... C'est pas une théorie One Piece, quoi. C'est une vraie théorie. C'est une vraie théorie. Deuxièmement, je vais revenir sur le passage que t'as dit par rapport au foreshadowing, là. Au rêve de Daron. Donc tu disais que ça serait pas grand chose de faire un foreshadowing sur 30 pages, sur une nouvelle qui a pas tellement de sens, quoi. Ouais, après, il y a des nouvelles, il y a d'autres nouvelles, donc ça peut être d'autres trucs. Donc du coup, si ça se limite qu'à cette nouvelle, ça veut dire que le dragon qu'a vu Daron dans son rêve, c'était Baylor. Et que c'est Baylor dû à l'acquittement de Dunk qui est mort et que Dunk soit vivant. Et du coup, tu penses que ça pourrait se rapprocher à d'autres choses plus loin? Je connais pas les autres nouvelles. Non, mais ouais, c'est vrai que s'il a fait ça juste pour le tournoi, pour faire un foreshadowing de la mort de Baylor, c'est inutile. Vraiment, vraiment inutile. Ouais, je suis d'accord. Moi, je me dirais, à quoi ça sert, quoi? C'est un peu décevant. Après, si tu me dis que, plus tard, après, ce qui est dommage, c'est que, rien que ce rêve, tu peux l'interpréter correctement, enfin, tu peux l'interpréter de façon plutôt, plutôt vraisemblable à la mort de Baylor. Et si il y a un truc qui se produit plus tard, tu vois, la cartouche elle est déjà un peu tirée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se dire aussi qu'à ce moment-là, les dragons ils sont supposés être tous morts. Donc est-ce que si c'est littéral, je veux dire que plus tard ils vont trouver un vrai dragon. Un vrai dragon qui... Bon, Dunk, ce sera vraiment le mec, le fléau des Targaryens. Le mec, il a tué Baylor, il va tuer un dragon. Mais si c'est... T'as raison, je vois ce que tu veux dire. Je veux dire, si c'est réutilisé quelque part, en fait, ça va être utilisé plusieurs fois, quoi. Ouais. J'ai l'impression que le symbolisme, il est utilisé plusieurs fois. Et en même temps, s'il est utilisé qu'une fois, c'est assez décevant quand même. Mais on sent que, Martin, il aime le procédé des rêves. Hein. Il l'utilise beaucoup. Un grand désespoir. Ça doit faire peut-être 5-6 fois qu'on l'utilise depuis le début. Hein. Ouais, à mon grand désespoir, vraiment. J'aime pas ça. Donc voilà. Mais en fait, dans mon dernier paragraphe, le dernier truc que j'ai écrit sur mes notes, c'était... En fait, c'est une question que je vous ai posée, c'est pourquoi Martin a décidé d'écrire ses nouvelles. On en a parlé un peu, genre montrer autre chose que les grandes maisons, quoi. Ouais. Que la haute. Après, avec Arya, on l'a dans le deuxième tome. Ouais. Ouais, mais sans en dire beaucoup, quoi. On sait qu'elle est avec Yoren, donc ça va, on peut... Mais on a un peu cette image de la basse... Ouais.
du bas peuple. Exactement. Ouais. Mais De chevalier errant, je pense qu'à ma connaissance, on ne l'a pas encore dans la saga principale. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, dans le premier tome, on a vraiment que des gens du... Dans le premier tome, c'est vraiment de la haute. Ouais, j'ai réfléchi, mais à part peut-être John, tu vois. Mais parce que bon, John c'est particulier, ouais, la garde de nuit. La garde de nuit. Ouais, c'est justement John, lui, il se prend un peu la tête, il se prend un peu un mur. C'est le cas de le dire. Mais c'est marrant parce que du coup, il faudrait qu'on relise, mais je me rappelle pas que par exemple, les gens à la garde de nuit, ils parlent aussi mal que Yoren, c'est horrible. Ouais. Quand j'ai réfléchi, bon, ça, on divague un peu, mais bon. Et j'avais écrit, deuxième raison, c'est pour en connaître un peu plus sur la maison Targaryen. Donc la maison Targaryen. Ouais. Pour le coup, ouais. On en parle, mais c'est vrai que c'est très lointain, quoi, dans la saga principale. Donc c'est vrai qu'au moins ça nous permet de reconnaître des noms, de placer d'avoir des têtes, quoi, sur les noms qu'on va nous citer. Et même ça va être un feu univers de nous parler de l'ancienne dynastie. Mais voilà, donc on a terminé avec cette nouvelle, on espère que ça vous a plu de nous écouter pendant aussi longtemps. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais longtemps. Et puis j'espère que vous aussi, ça vous fera plaisir de repasser sur la saga principale. Normalement, ça on la sort après le chapitre 72 de Daenerys, l'éveil des dragons. Et putain, c'est bizarre de se dire que Daenerys c'est vraiment la descendante de toute cette lignée, quoi. Ouais. Qui reste que elle. Et voilà, on se retrouve pour le prochain chapitre, c'est-à-dire le prélude de Clash of Kings. Donc vraiment, on passe sur le tome 2, parce que bon, le tome 1, je crois qu'on a sûrement parlé dans le dernier chapitre de Daenerys, je pense que ça fait longtemps qu'on l'a enregistré. Mais voilà, on est content de passer sur un nouveau tome, parce que la saison 1 et le tome 1, c'est quelque chose qu'on connaît vachement, quand même. Ouais, là, je pense qu'on l'a essoré, on a essoré ce livre. Et le tome 2, c'est vraiment quelque chose où, moi, parce que le tome 1, enfin, tu vois, la première saison, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît par cœur. Ouais, on connaît. Parce que même avant d'avoir fait le podcast, enfin, on l'a tellement vu, tu vois, et on a tellement parlé, alors qu'à partir du deuxième tome, je pense qu'on a quelque chose d'un peu plus inconnu, quoi. Surtout pour moi. Et on se retrouve pour un gros chapitre, le prélude du Ouais, gros chapitre. Gros chapitre de mémoire, c'était long. Le prélude de Clash of Kings, c'était un long épisode. Donc voilà. À la prochaine. Attends, on va quand même leur dire de partager. Ah oui, PayPal. Commenter. Partager, commenter, laissez-nous des commentaires. Ouais, non, je l'ai déjà dit. C'est quoi le troisième truc? J'en sais rien. Enfin, bref, toutes ces conneries, quoi. Ouais, voilà. Je connais. À la prochaine. À la prochaine.